Jérémy, alors comment est-ce que quel est mon parcours? J'ai commencé par faire des études de droit. J'ai fait un DESS et un DEA, donc j'ai poussé assez loin, en partie juriste d'affaires et fiscalité et droit des affaires. J'ai fait des stages en cabinet d'avocat et tout, ça m'a moyennement plu, donc j'ai dit: «Ouh là là, c'est pas forcément ce que je veux faire pour le reste de ma vie». Après, je suis allé faire une école de commerce, j'ai fait Subdeco Reims parce que je voulais voir la partie business, et ça, là, clairement, je me suis éclaté là-dedans parce que c'est là où j'ai vu ce que je voulais faire ou pas. Je pense que le droit a l'utilité, l'avantage de te donner une bonne culture générale, de savoir, heu, raisonner, de te débrouiller. Tu sais, tu as un code civil, tu te débrouilles, tu cherches. C'est le côté un peu curieux, détective, dans la lecture qui est hyper intéressante. Le raisonnement que ça t'apporte et la capacité à on va pas dire que tous les sujets sont compliqués en droit, mais, à être capable de manipuler des concepts un peu compliqués, des principes, exceptions et cetera et cetera. Et l'avantage, de l'école de commerce, c'était un côté beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus de finance, de business, de voir le côté vraiment, pragmatique de comment une entreprise marche, d'être plus réaliste aussi, de faire des stages dans les entreprises. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait un stage dans une entreprise où j'ai pas été actionnaire et j'aurais dû l'être parce que ça a très bien marché. J'ai fait un stage, chez Ifront, qui est sorti de bourse et maintenant dont le dirigeant s'occupe de Coeris, pour faire des risques opérationnels. Donc comme quoi, tu vois, même quand tu bosses dans la boîte et qu'après l'action est cotée en bourse, tu penses pas en acheter, tant pis pour moi. Mmh. Hem, ça c'est le parcours, on va dire, plus académique. J'ai fait une année en Angleterre où, là, j'ai vu la version éducation anglaise dans une très bonne université anglaise, donc où en gros, pour faire simple, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais il y a qu'une seule chose qui compte, c'est le résultat. Donc, à charge pour toi de t'organiser. Tu peux faire la fête, tu peux t'éclater et cetera, mais le jour J, il faut être bon et ça m'avait bien marqué parce que ça correspond à un état d'esprit. C'est-à-dire que bon, tu dois vivre un peu comme tu veux et tu peux, du moment qu'à la fin tu délivres. Et c'était marrant parce que les tuteurs, en fait, on avait des tuteurs qui nous disaient, «Ça serait bien d'avoir telle moyenne, pour notre collège parce que c'est ce qu'on attend de toi» et le résultat, c'est que je l'ai eu. Donc il m'a dit: «OK, deal rempli». Donc ça, c'était pour la partie éducation. Après, j'ai commencé par faire de l'audit externe, chez Ernst& Young, pendant un an. J'aurais pu rester parce que j'allais être promu et cetera, mais je voulais passer à autre chose parce que, c'était très formateur, mais c'était intéressant aussi c'était pas formateur en termes de puissance de travail parce qu'on faisait des gros horaires, gestion du stress parce que là, il y en avait. On apprenait vite, donc ça, c'était très utile. Dire que j'allais faire ça le reste de ma vie, non. Je suis passé dans une entreprise qui fait des études sectorielles, qui s'appelle Les Éco-études, là, j'étais en charge du secteur banque et assurance, donc j'ai fait des études sur ce secteur-là et ensuite, je suis allé rejoindre le Crédit Mutuel, le groupe Crédit Mutuel où maintenant je travaille plutôt sur les relations, de place sur tout ce qui est moyens de paiement. Donc, bon, voilà, rien à voir avec la bourse, mais vraiment les paiements, donc prélèvements, virements, chèques, cash et cetera. Mais en fait, l'investissement, je fais ça depuis très, très longtemps. Alors comment ça a commencé? Bêtement, je lisais beaucoup, quand j'étais jeune, 10-11 ans, je lisais La Tribune tous les jours. Alors, juste parce que j'aimais bien le format du journal par rapport aux Échos. Je trouvais que La Tribune des Fossés à l'époque était beaucoup plus agréable à lire, beaucoup plus sympa. Je le lisais vraiment du début à la fin, et c'est là où il y avait les cotations de prix des actions qui apparaissaient, donc je suivais beaucoup ça. J'ai commencé à acheter mes premières actions, ouais, vers ouais, 12-13 ans et avec des Ah ouais. alors après, hein, ça a changé bien sûr, mais au départ, j'ai acheté parce que un, j'aimais bien le nom et 2, je voyais à peu près ce qu'ils faisaient. En gros, voilà, il y a très longtemps, j'avais acheté, du 7LM, du Royal Canin, et du Zambia Copper. Alors là, c'était très spéculatif, mais j'ai bien gagné. Mais c'était une autre approche. En fait, plus le nom était bizarre, plus et je regardais un peu ce que ça faisait. «Ah bah tiens, ça me plaît, j'y vais».
Mais bon, ça restait gentil. Puis, mon père est décédé quand j'avais 15 ans, donc bah, il y avait un patrimoine à gérer. Ma mère m'a fait confiance parce qu'elle voyait que moi j'adorais, la partie financière et c'est là où tu te prends un peu plus de responsabilités. Donc là, tu dis: «On va un peu resserrer le jeu, on va vraiment se mettre à se former sérieusement et vigoureusement». Parce que clairement, il y a une chose, bon, hein, je suis un mauvais joueur, mais j'aime pas perdre. Donc j'aime pas perdre de l'argent. Donc, comment on fait pour ma première règle, c'est de vraiment faire gaffe quand on achète une entreprise qu'on va pas en perdre tu sais le fameux Ouais, dicton et ça je suis complètement d'accord. D'abord pas perdre et ensuite gagner. Parce que si tu perds pas, déjà tu dors bien la nuit, ça c'est vachement important. D'ailleurs ça c'est un truc où quand il y a une entreprise qui te gêne et que tu n'arrives pas à bien dormir, à cause d'une entreprise, chez moi c'est ce que j'appelle du Spider-Man, ou du Batman, c'est des signaux qu'il faut vendre et ça, OK. chez moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, bah, une des anecdotes où j'ai perdu de l'argent, mais quand on perd de l'argent et qu'on en perd pas mal, c'est une très bonne leçon. Je veux dire, il y a pas de secret, c'est comme ça qu'on apprend. C'est jamais agréable. Par exemple, sur, Sears Holdings, qui était à une époque, une entreprise où, écoute, il y avait beaucoup de choses à dire, faire et sur le papier, ça semblait pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, je me suis dit: un, je dors mal à cause de ça. 2, à chaque fois qu'il y a un communiqué de presse qui sortait ou des informa la communiqué des résultats et cetera, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient. C'était toujours compliqué. Je me suis dit: «C'est pas possible, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font». Je perdais 40. J'ai vendu. Alors à l'époque, ça représentait, ouais 30 000, 35 000 € de perte. Je l'ai pris, heu et du jour au lendemain, franchement, je me suis senti beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, y a malheureusement, on coupera pas, personne coupera à se prendre une fessée au moins une fois parce que c'est comme ça qu'on apprend. Heu, tu te rends compte qu'il y a des choses, quand c'est trop compliqué, il faut laisser tomber. Si à chaque fois que tu comprends pas les choses qui t'annoncent, c'est qu'il y a un il faut aller vers des choses plus simples. Alors après, hein, je ne vais pas forcément sur des entreprises simples, mais moi je considère simple dans le sens où je les comprends. Donc ça, c'est une de mes plus grosses leçons, c'était sur ça. Hem, Après avec le temps, beh, tu te formes. Tu te formes comment? Bah, moi j'aimais beaucoup Warren Buffett, donc je vais pas être très original, mais j'ai lu tous les livres qu'il y avait sur lui, et sa manière, de d'investir et je le rejoins énormément sur la partie qualité du management, et honnêteté du management. C'est pour ça souvent, quelquefois, quand on me demande: «C'est quoi mes 3 premiers critères?» moi j'insiste beaucoup sur, management, management, management. Pourquoi? Parce qu'en fait, que tu sois un petit minoritaire, gros minoritaire, d'ailleurs ça c'est un dicton qu'on dit souvent en droit, en droit des sociétés, heu, petit actionnaire, petit con, gros minoritaire, gros con. Parce qu'en fait, tu peux rien changer. Tu changes rien. En fait, c'est tu n'as pas la main. Si tu es pas majoritaire, que tu sois gros ou petit, tu n'as pas la main. Sous-entendu, que tu n'es pas d'accord ou pas, si la personne n'a pas envie de changer, elle ne changera pas. Donc, tu es vraiment obligé de regarder la qualité du dirigeant et de lui faire relativement confiance. C'est pour ça qu'il y a des entreprises que tu écartes très vite et là, j'applique le dicton à la Warren Buffett et Charlie Munger, c'est que tu verras, je citerai jamais les mauvaises boîtes parce qu'il vaut mieux pas les citer, mais plutôt citer les bonnes boîtes. Les mauvaises boîtes, c'est simple, c'est que quand tu as des dirigeants qui ont beaucoup tu sais, il y a des conventions réglementées, et qu'il y en a beaucoup. Chez moi, c'est un red flag, on perd pas de temps, on passe à autre chose. Il y a trop d'entreprises à analyser. Dès que tu vois qu'il y en a pour 3 pages de conventions réglementées ou pour une entreprise sans la citer, mais tu la connais, mais les gens la trouveront tout seuls, c'est que quand tu vois qu'il y a une personne qui touche 1 million d'euros de conventions réglementées, c'est et qu'elle fait partie de la même famille, moi je suis pas fan. Aussi bien que aussi malgré le fait que la boîte est très bien gérée, que c'est pas cher, mais c'est chez moi, c'est red flag. Il y a d'autres entreprises quand et ça va nous arriver à tous, hein, l'entreprise va très bien performer et mais je sais, il y en a une où il y avait des conventions réglementées, où il y en a un, par exemple, il aimait bien, se faire verser pas mal d'argent. Pourquoi? Parce qu'il aime bien, financer sa passion pour les chevaux. Bon, bah, tant pis, hein et l'action a très bien performé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, mais moi je peux pas. C'est en fait, ce qu'il faut se dire, bah, c'est là où on peut reboucler sur un peu le stoïcisme, mais aussi j'apprécie beaucoup l'idée, c'est que le tout ce qu'on a
comme richesse commune, c'est le temps. Et le temps qu'on a, c'est la manière dont on le gère et de savoir consacrer le temps aux choses qui nous importent. Donc, pour l'investissement, je préfère consacrer mon temps à des entreprises qui sont bien gérées, à des dirigeants qui sont réglo, qu'à des dirigeants où on sent que c'est un peu bizarre ce qu'ils font et je perds pas de temps. Donc, vraiment, cette notion-là. Euh, on va, les échecs que j'ai pu connaître, c'est maintenant, alors, dans le temps, on va dire que c'est plus des coups d'opportunité. Alors, le problème du coup d'opportunité, je sais que c'est un sujet délicat parce que c'est toujours un peu on regarde, tu sais, en arrière, ah ouais, machin et tout. Mais il faut être honnête que quelquefois, ça peut te guider parce que il faut se rendre compte qu'une fois qu'on s'est assuré que le downside est protégé, ça c'est bien. Mais après, est-ce qu'un jour ou l'autre, on va avoir de la valorisation, que ça va s'améliorer? Est-ce qu'on va avoir de la création de valeur? Et au bout d'un moment, si tu vois que pendant 2, 3 ans, ça bouge pas, bah, il faut peut-être se dire qu'il faut passer à autre chose ou aller vers une entreprise où tu sens que les moves, toutes les décisions qui sont prises sont faites dans le bon sens. Et ça va permettre d'aller sur une autre idée qui peut être intéressante, c'est, tu vois, on dit souvent qu'il faut pyramider à la hausse. Et ben, en fait, ce qui se passe souvent, c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que quand tu as une entreprise qui a bien marché, que la valorisation s'améliore, mais que tu vois qu'ils prennent toujours les mêmes décisions, tu vois que ta thèse se confirme et tu dis: «Ah bah, ça se confirme, il continue à prendre les bonnes décisions. Eh ben, je vais en mettre plus». C'est pas grave s'il achète plus cher, parce que j'ai déjà une grosse position en vente, mais j'accumule sur ce niveau-là. C'est vraiment de pyramide, c'est contre-intuitif. Il faut pyramider à la hausse plutôt qu'à la baisse, parce que le pyramidage à la baisse, les couteaux qui tombent, moi, je sais pas faire, j'ai jamais été bon. Heu et c'est plutôt dans ce sens-là. Ce qui fait que souvent, là où on rejoint vraiment l'idée de Charlie Munger c'est que souvent tes meilleurs investissements, ce sont ceux que tu as déjà. Pourquoi? Parce que tu les connais très bien, tu as vu dans le temps qu'ils prennent les bonnes décisions et donc en fait, pourquoi aller ailleurs quand tu as déjà ce qu'il faut à l'intérieur? Alors après, la fameuse, concentration, diversification, j'ai pas d'école, chacun a son style, mais tu verras que dans le temps, ton portefeuille va se concentrer tout seul. Parce qu'il y a des idées qui vont bien performer. En plus, tu vas pyramider un petit peu à la hausse parce que je dis: «Bah, ouais, mais je vois qu'ils font ce qu'ils font». Donc ça vient naturellement. Mais après, bon, chacun son style. J'ai pas de règle, je m'interdis de conseiller concentration, pas concentration. Mais plus le temps passe, tu verras que ça se concentre naturellement. Hem, donc ça, c'est les grands principes. Les erreurs que je fais, voilà, un peu coup d'opportunité. Pourquoi? Parce que j'ai gardé des actions longtemps et on voyait que ça bougeait pas trop sans que le dirigeant soit mauvais, mais tu sentais que l'allocation de capital s'accélérait pas, ou que tu voyais que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc tu réduis un peu la position, tu la vends complètement. Tu peux la réduire un peu parce que en même temps, c'est des entreprises que tu connais très bien, mais tu assumes que ça fait partie de ces entreprises qui vont prendre plus de temps à marcher. Heu, Quant aux entreprises que j'aime bien regarder, oui, j'aime beaucoup regarder en France. Pourquoi? Bah, parce que, bah, je suis basé, en France, je suis à Paris. Je peux aller voir les dirigeants, je peux aller voir les entreprises. Vu que j'attache beaucoup d'importance au management, c'est hyper important d'aller les voir au moins une fois par an ou 2, soit aux AG, soit aux réunions SFAF, soit aux réunions investisseurs. Souvent les AG, c'est les meilleurs parce que, ils sont surpris de te voir, il y a moins de monde, c'est plus informel, on peut se rentrer dedans. Heu, Ça, c'est vraiment utile. Puis, tu vois, par exemple, j'ai fait une AG, encore une fois, je ne citerai pas l'entreprise parce qu'elle m'avait un peu déçu, mais les gens la reconnaîtront. C'est une entreprise qui est pas très chère en price to book value, et qui termine par X à la fin. En gros, je suis allé à l'AG une fois et j'avais posé une question en leur disant: «Bon, vous avez un programme de rachat d'actions qui vous permettrait de racheter des actions. Le cours, là, il est décoté. Vous avez plein de cash, pourquoi vous rachetez pas plus d'actions?» Et je me suis fait un peu rentrer dedans par un des administrateurs indépendants, et ça m'avait un peu marqué pendant la réunion et même après. Je veux dire, après la réunion, j'ai eu le droit à des questions sur, vous gérez combien? Vous êtes qui? Je dis: «Oh là là, il y a pas de souci» et
J'ai pas répondu. D'ailleurs, un de mes très bons amis, qu'un de mes mentors m'a dit, «Tu as très bien fait, faut pas rentrer dans ce jeu-là». Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, j'ai tout vendu. Peut-être que ça a bien performé depuis, mais je perds pas de temps parce que si tu as un dirigeant qui est pas réglo, qui te prend de haut comme ça ou en tout cas qui a un conseil d'administration avec des administrateurs qui sont comme ça, c'est pas très rassurant. Donc voici, c'est ça un peu les grandes idées. Ça m Je m'interdis pas de regarder, aux États-Unis, au Canada, hors de France. Pourquoi? Surtout États-Unis, Canada, parce que la notion d'allocation de capital y est très, très développée. C'est-à-dire les rachats d'actions quand c'est pas cher, les la capacité à vendre des entreprises, du portefeuille parce que l'offre est juste irrésistible, la capacité à verser des dividendes spéciaux quand il y a un one-off, qui arrive, la capacité de faire des spin-offs. C'est très développé là-bas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes parfaites, mais tu sens qu'il y a quand même des entreprises, certaines, qui ont ça dans leur ADN et qui vont constamment toujours bien prendre la décision. Je dis pas qu'en France, il y a pas, parce qu'on sait, bon, c'est pas un grand secret, hein, toute la galaxie Bolloré, je suis un fervent, suiveur de cette entreprise, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vincent Bolloré en termes d'allocation de capital, en France, je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus, spin-off, rachat d'actions, dividendes exceptionnels et cetera et cetera. C'est moins développé en France. Je dis pas beaucoup moins, mais moins et voilà et en Europe, tu as aussi des entreprises, qui sont intéressantes. La seule problématique que j'ai, c'est qu'en général, j'aime bien voir les dirigeants au moins une fois avant d'acheter. Alors pour les États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué, le Canada aussi, mais comme sont de très grosses entreprises, tu as les transcripts, tu as les vidéos, donc c'est comme si tu y étais. Alors qu'en France, quand c'est des c'est bien de pouvoir voir les dirigeants. Donc voilà, mais pour terminer gentiment, hein, sur les erreurs, il faut accepter qu'on va en faire, qu'il y en aura plein, que c'est comme ça qu'on apprend. C'est jamais agréable, mais en fait, c'est le ticket d'entrée. Si tu fais jamais d'erreur et si tu perds pas au moins 30-40, bon honnêtement 80 de ma mise, ça m'est pas arrivé parce que je suis très conservateur, mais quand tu prends une grosse fessée, ça te fait du bien. C'est comme ça que tu apprends et il vaut mieux que tu la fasses rapidement, ton erreur, comme ça tu peux vite récupérer. Voilà, bah, hésite pas si tu as des OK. questions. Donc, simplement pour revenir un peu sur ton parcours quand tu étais plus jeune, vers 15 ans, tu t'es retrouvé à devoir gérer un peu un patrimoine, familial et donc c'est ce qui Ouais. a fait que tu t'es professionnalisé dans le sens où, bah, tu as dû te former, par tes propres moyens et ensuite comment ça s'est passé par la suite dans le cadre de tes rencontres? C'est-à-dire que tu t'es inscrit à des clubs, tu as eu vraiment cette volonté de rencontrer d'autres personnes ou ça s'est fait un peu tout seul? Alors, très bonne question. Alors, ça s'est fait tout seul, un peu progressivement, au départ, vraiment tout seul, puis, puis progressivement, ce qui s'est passé, bah, sur Investisseurs Heureux, hein, faut pas oublier, l'importance de ce forum, ça m'a permis de rentrer en contact avec, un de mes mentors, qui préfère rester discret, donc je le citerai pas, mais qui est toujours sur Investisseurs Heureux et qui participe, qui est un mentor à moi, qui est un ami, et qui m'a bien aidé sur beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses, et et c'est comme ça que progressivement, bah, lui en plus connaissait d'autres personnes, donc tu autour de gens qui connaissent plus. Puis, bon, bah, j'ai d'autres mentors, amis, dont un que je peux citer parce qu'il est sur Twitter et tu le connais et bah, c'est Philippe Lucchesi, qui est un ami et un mentor depuis longtemps. C'est la fameuse, idée où comme on en parle souvent, avec qui je discute de mes idées, je discute avec quelques personnes, Philippe en fait partie. Il y en a deux-trois autres avec qui j'en parle, mais qui, eux, restent très discrets. Et mais après, encore une fois, à la fin des fins, c'est à toi de prendre la décision. Parce que tu peux échanger Mmh. avec d'autres personnes, il faut, parce que c'est des gens qui tu confiance et qui ont le même état d'esprit que toi, mais ne jamais oublier que c'est chaque personne a un style qui lui est propre et il faut se respecter en tant que personne, dans le sens où si c'est ton style, tu vas mieux dormir avec, tu assumes tes décisions, donc il faut être soi-même. Mais toujours avoir une sorte de, entre guillemets, un comité d'investissement, de mentors et d'amis, go, no go, ou ok, si tu le sens, vas-y, c'est ton style, mais bon, sache qu'il y a ça, ou no go, ben non, est-ce que tu as vu ça? J'ai dit, ah zut, j'avais pas vu, bon, ben voilà, ok, merci.
Et tu verras que souvent, tu arrives à t'entourer de gens qui ont cette capacité à te guider sans te dire c'est bien, c'est pas bien. Mmh. Ou moi, je sais que quand on me demande, j'hésite pas à dire, bon, je suis un peu plus direct, mais bon, hein, moi, c'est mon style. Je dis non, j'y touche pas parce que convention réglementée, 4 pages, chez moi, c'est out. Voilà. Ou, tu vois, il y en a un autre, c'est aussi convention réglementée. Oui, c'est pas cher, mais bon, comme il prend un pourcentage sur les licences dont il a Ouais. gardé le contrôle, mais qui prête à l'entreprise, bah, c'est non, je sors. Voilà. Donc en fait, avec le temps, tu fais des rencontres et ça devient un peu ton réseau de comités d'investissement, d'amis qui t'apprennent des choses parce que chacun a des spécificités des connaissances très particulières. Tu peux avoir quelqu'un qui va être très très bon en compta parce qu'il n'y a pas il y a pas de secret. La compta, il faut la maîtriser. À la base, je suis pas un comptable. Bon, je suis un peu parce que bon, j'ai fait une école de commerce et tu me dis, j'ai fait de l'audit externe. Mais c'est une chose de Mmh. checker les comptes, c'est autre chose de comprendre les subtilités tu sais, des IFRS 16, tu sais, de bien retraiter les dépréciations et amortissements d'IFRS 16, parce que sinon, tu aurais un EBITDA qui est complètement faussé. Tu vois, bon, je sais que Charlie Munger, il n'aime pas les EBITDA, mais le fait est, c'est que les EBITDA, c'est quand même une manière super. C'est un indicateur qui est très utile pour valoriser les entreprises, quoi qu'on en dise. Et donc, Mmh. c'est très utile. Et c'est un de mes mentors qui me disait, je suis d'accord, mais pour la valorisation des entreprises, c'est un indicateur qui est classique, tu peux pas y couper. Donc, peut-être Charlie a dit ça, mais dans les faits, pour valoriser les entreprises, surtout quand elles sont CAPEX light, tu peux pas y couper. Et même quand elles sont CAPEX heavy, bah, tu sais, tu regardes dans le détail les bits, la partie EBIT, la partie DA. Et puis là, si tu te dis que la moitié de l'EBITDA, c'est du DA, bon, ben, tu sais que c'est un Ouais. EBITDA qui est d'une qualité moindre. Voilà. Mmh. Donc, voilà. OK. OK. Et juste pour revenir un peu, sur ton parcours, donc aujourd'hui, tu as toujours le statut de salarié. Donc toi, ça a toujours été quelque chose que tu faisais sur ton temps libre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à concilier, le travail, la famille et en même temps te libérer des jours pour faire les AG et prendre suffisamment d'heures pour étudier correctement et suivre, l'intégralité de ton univers d'investissement? Oui, très bonne question. Alors oui, j'y arrive. Alors, comment je fais ça? Bah, comme je l'ai dit, il y a des jours où je vais être en forme et il y a des jours où je ne le serai Mmh. pas. Par contre, les jours où je suis en forme, les week-ends, travailler beaucoup et il m'arrive, alors après je recommande pas, hein, mais bon, il m'arrive, le soir de pas beaucoup dormir. Il y a des soirs où quand tout le monde dort, la famille dort, après la journée de boulot, il est 10 heures du soir, je suis en forme. Et ben, j'envoie du lourd jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Pourquoi? Silence total dans la maison, je suis en forme, j'envoie du lourd. Je recommande pas tout le temps, mais quelquefois ça m'arrive. C'est ça mon secret. Il y a des fois, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Après, je le dis pas, je le fais pas tous les jours, hein, je reste jeune d'esprit, mais mon corps a l'âge qu'il a. Je recommande pas de le faire trop souvent, mais il y a des fois, je le fais. Et encore une fois, ça c'est un truc qui marche chez moi, tu sais, c'est la loi de Parkinson. Mmh. Bizarrement, quand tu as une deadline qui est courte, bizarrement, tu vas arriver à faire beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Parce que tu dis: il y a plus de temps à perdre, il faut juste s'y mettre à fond». Et vraiment, oui, oui, c'est tout à fait jouable. Après, ma femme sait très bien ce que je fais, donc il y a des fois, elle me couvre. Mes enfants savent ce que je fais aussi, donc quand il y a des fois, je leur dis: «Là, il faut que j'envoie du lourd», ils sont super sympas, ils me laissent tranquille. Donc c'est un esprit d'équipe. Et puis honnêtement, quand tu aimes bien ce que tu fais, tu regardes pas les heures et tu trouves du temps. Tu Ouais, c'est regardes moins ça. de conneries à la télé et au lieu de regarder une connerie, bah, tu vas lire un rapport annuel. OK. Ouais, parce que c'est difficile aussi à quantifier en bourse la notion de productivité, voire même elle n'existe pas du tout. Parce que, tu peux pas dire, parce que j'ai lu 3 rapports annuels, que je me suis renseigné sur la concurrence, j'ai été plus productif. Enfin, ça veut pas dire que tu vas prendre de meilleures décisions pour autant. C'est difficile à jauger, je trouve, contrairement dans le monde du salariat où la notion de productivité est très mise en avant et relativement quantifiable via des outils de mesure. En bourse, ça n'existe pas.
Non, mais oui, je suis complètement d'accord. Euh, Là, je vais être comme Warren et Charlie, hein. Désolé de les citer, mais bon, hein, dans les Hmm. faits, c'est quand même les meilleurs et ceux qui expliquent le plus le raisonnement. C'est pas grave. Tu as lu un rapport annuel, t'en lis un deuxième, t'en lis un troisième. Bah, intérêt composé, hein. Mais c'est comme ça que tu apprends. De plus en plus, tu sauras. Tu sais, il y a des rapports annuels, tu peux aller très vite parce que tu sais où est-ce qu'il faut regarder et ça va très très vite. Tu sais, il y a tout le blabla, etc., machin, qu'il faut lire, hein. Mais quand tu vas regarder dans les comptes, tu vas tout de suite, tu fonces sur les comptes, tu sais ce qu'il faut regarder. Et en fait, il y a 40-50 pages à lire vraiment en détail. Et à partir de là, tu peux te dire, ah, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, franchement, intérêt composé, c'est pas grave. Un rapport une semaine, c'est déjà mieux que zéro. Si tu en as 3-4, bah, c'est top. Si tu en as eu 10 parce que tu étais en grande forme, tant pis, tant mieux même. Tout s'accumule en fait. C'est Ok. vraiment, il faut pas se mettre la Hmm. pression. Franchement, c'est il faut que tu tombes sur des entreprises qui te conviennent et quand tu les connais bien, pour les suivre, c'est pas facile. Pardon, c'est au contraire, c'est facile. Et une fois que tu as eu une vingtaine d'entreprises que tu connais très bien, tu sais où est-ce qu'il faut regarder, tu sais comment suivre. Et après, progressivement, tu rajoutes d'autres entreprises pour regarder d'autres secteurs progressivement. Il faut pas se Ok. décourager. Comme j'ai dit, hein, il y a des jours, tu vas être en grande forme. Il y a des semaines, tu vas être très bon. Il y a des semaines, tu vas être moins bon. Mais toujours un petit peu. Tu apprends toujours un peu. Step by Ok. step. Ok. Écoute, ce que je te propose là, puisqu'on a, on a abordé un peu ton parcours, c'est peut-être reprendre. Donc, j'ai écrit un article sur Substack. D'ailleurs, tu publies aussi régulièrement sur Substack. Et je mettrai dans la description le lien de ton Substack. Donc, Non, merci. reprendre, avec plaisir, reprendre donc les réflexions que j'avais mis dans l'article que je t'ai envoyé au préalable pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Et puis peut-être discuter autour des. Déjà que tu me dis si tu es d'accord avec ce que j'ai écrit. Et si oui, pourquoi? Et puis que ça nous serve tout simplement de ligne directrice pour aborder, pour transiter autour de ces réflections-là. Ouais, Donc, bon, vas-y, l'article hein, est pas en de anglais. souci. L'article est en anglais, mais bon, je vais traduire en français, ça sera plus simple. Donc, j'avais écrit simplement, et ça, c'est beaucoup inspiré par des livres hein, et des auteurs, je pense que tu l'as vu. Donc, pour le citer, là, en l'occurrence, c'était Naval. Et Mhm. dans son bouquin, il écrit: la finalité n'est pas de détenir des biens, mais d'atteindre l'indépendance financière, vivre en pleine tranquillité d'esprit, sans dépendre de quiconque par choix, l'aventure en vaut la peine. Enfin, il n'écrit pas vraiment comme ça, mais je l'ai un peu repris à ma sauce. Et c'est vrai que souvent, l'investisseur, il est plutôt vu comme quelqu'un qui accumule de l'argent un peu avide, presque compulsif, tu sais. Le chemin un peu vers la sagesse, la discipline et le chemin de l'indépendance, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est mis en avant. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, avec cette phrase-là? Ah oui, non, non, je suis complètement d'accord. Euh, de toute façon, j'en parle hein, quelquefois sur Twitter. Ouais, L'idée, c'est que, un, la liberté, on en a déjà parlé, mais la liberté, c'est hyper important. Donc, quand tu vas concéder une partie de ta liberté, faut que ça en vaille vraiment la peine. Deux, je suis complètement d'accord, il faut atteindre l'indépendance financière. Pourquoi? L'indépendance financière, c'est hyper important parce que, entre guillemets, ça s'appelle, entre guillemets, du fuck you money, c'est-à-dire, je peux te dire, zut, mmh, quand je veux, comme je veux. Pourquoi? Parce que je suis indépendant financièrement. L'idée, c'est quoi? C'est que si tu es indépendant financièrement, tu es libre. Tu es libre, donc tu peux faire ce que tu veux. Une autre variante, c'est comment tu atteins cette indépendance financière? Bah, il faut démultiplier les sources de revenus. Alors, bon, bah, moi, j'ai mon job, j'ai le job du jour, j'ai mon Substack, j'ai un loyer d'un bien immobilier que j'ai et j'ai les dividendes des entreprises dont je suis actionnaire. Donc, l'air de rien, j'ai 4 sources de revenus différentes. Ça me permet de démultiplier les sources de revenus et de continuer à travailler sur cette notion d'indépendance financière, d'être de plus en plus indépendant financièrement. Mais toujours dans la même chose, tout en m'éclatant. Il faut que ce soit que des choses où je m'amuse. Dans le travail que je fais pendant le jour, je m'amuse. Le soir, quand je fais mon Substack, je m'éclate. Euh,
la gestion de l'appart, il y a des côtés qui sont marrants, voilà, mais toujours s'amuser. Donc toujours se trouver des sources de revenus pour être indépendant financièrement, mais tout en s'amusant. Faut vraiment que tu t'amuses tout le temps. OK, OK. Et cette notion un peu donc d'investisseur, accumulateur qui est un peu avide, ça tu penses que c'est des idées complètement reçues du coup? C'est complètement A faux? alors alors oui et non. Alors oui, il faut être un peu avide, hein, parce que bon, bah, voilà, hein, on est là pour, gagner de l'argent. Mais c'est vrai qu'avec le temps, tu apprends à prendre du recul, et à vraiment ne pas oublier que tu fais ça surtout parce qu'en fait, hein, c'est une passion. Donc, Mmh. le cash que tu gagnes, c'est la résultante. Mais le processus qu'il y a eu avant, qui t'a permis d'investir dans l'entreprise, c'est ça qui te fait le plus, où tu t'amuses le plus, où tu t'es le plus amusé. Donc le D'accord. côté avide, il faut un peu parce que bon, tu es là pour faire ça pour gagner de l'argent, mais à la base, tu fais ça par passion, c'est parce que tu aimes investir. Donc, je nuancerais heu, je nuancerais ce côté avide, Mmh. mais je te rejoins sur l'idée, voilà, avec le temps, tu apprends à être plus sur de l'indépendance et à être, plutôt, tu sais, à être très stoïque. Tu gagnes, tu gagnes, tu perds, tu perds. Tu avances, mais au moins tu gères les parties que tu contrôles, c'est-à-dire le process et ton style d'investissement qui t'est propre à toi. OK. Et d'ailleurs il y a une transition toute faite, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de gain et de perte d'argent, mais au final, j'avais écrit en seconde réflexion: «Ce que je vise ne s'achète pas, mais se mérite. Un corps en forme et en bonne santé, un esprit câble, une maison pleine d'amour». C'est vrai que ça, c'est des notions que tu aies beaucoup d'argent ou pas, ça influera pas du tout, enfin, ça va aider à, mais c'est pas ce qui va te faire avoir ces choses-là. Toi, Non, tu ouais, te sens complètement proche? d'accord. C'est toujours la même chose, hein, tu sais, Mmh. tu sais, c'est aussi le dicton très qui est connu, hein, «L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue». Mmh. Et là, je rejoins, parce que bien sûr, l'argent achète pas tout, ça, je suis complètement d'accord, mais après bon, c'est quand même bien d'en avoir, parce que tu peux te faire plaisir, faire des choses que tu pourrais pas faire normalement. Comme on en a parlé, tu as la liberté d'esprit, l'indépendance financière qui est quand même, non négligeable. Mais oui, je suis d'accord, un corps sain, de toute façon, plus on avance dans le temps, on se rend compte que, tu vois, voilà, il faut s'occuper de son corps, que ça permet permet de vivre plus longtemps. En plus aussi, on se rend compte que si on fait un peu gaffe à ce qu'on mange et qu'on fasse un peu plus de sport, notre esprit est plus percutant. Donc c'est un ensemble et toute façon, on retombe sur un peu les trucs antiques, hein, mais corps Mmh. sain dans un esprit sain, donc complètement d'accord là-dessus. Heu, Maison pleine d'amour, on est d'accord parce que, bah, c'est quand même à la base, c'est ta vie perso, donc c'est quand même si ta vie perso va, tout va bien. Donc non, non, je suis d'accord avec tout ça, mais le dicton classique, hein, «L'argent fait pas le bonheur», mais il y contribue. Ouais, et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est la qualité du processus est le plus important. C'est vrai que cette notion-là, elle est un peu, contre-intuitive aussi, hein. De toute façon, l'investissement à la bourse, au global, c'est assez contre-intuitif parce que, peut s'avérer beaucoup plus simple de se concentrer sur le résultat, parce qu'au final, c'est ça qui te motive intrinsèquement. Alors que, finalement, ce qui va dépendre, du résultat, au final, à long terme, ça va être le processus, la qualité du processus. Tout à fait, ouais, en fait, c'est ça où tu t'amuses le plus, c'est sur le process. Mmh. Tu vois que tu appliques tout le temps le même process, bon voilà, moi, j'aime pas les entreprises, voilà, qui ont des conventions réglementées. J'aime pas les entreprises qui sont trop endettées, et c'est comme ça que tu écartes assez vite et après tu affines un peu. Ah, tu vois? Ah, l'entreprise, elle a fait des rachats d'actions, tiens, c'est intéressant. Voilà, tout à fait, le process. Ça te permet de garder du rationnel et de rajouter du rationnel dans un monde qui est où il y a beaucoup d'émotions, surtout les marchés financiers encore plus. Ouais, bon, bah, j'ai pas eu de Google, de Facebook, d'Apple et cetera. OK, donc tac, tant pis, chacun son style, tant mieux pour ceux qui l'ont eu. Tu sais, vraiment garder cette dimension stoïque, hein. Moi, je m'occupe de moi et est-ce que je suis meilleur aujourd'hui que je l'étais hier ou l'année dernière? Et si tu réponds «oui», c'est que, tu as bien bossé. Après, chacun son style. OK. Du coup, pour reprendre un peu ces principes stoïciens, tu vas plus être proche de la recherche de l'humilité, la résilience, la patience, la mesure, la pensée rationnelle, les choses comme ça.
Je dirais qu'encore une fois, c'est pas forcément très intuitif parce qu'aujourd'hui, l'intensité plutôt que la consistance va plutôt être mise en avant parce que, bah, ça peut paraître plus spectaculaire. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va servir en bourse, voire même pas du tout. Alors oui, tout à fait, et puis, bah, alors et là, je te rejoins tout à fait, de toute façon, l'humilité, il faut toujours en avoir parce que tu sais jamais, quand les règles tu verras Mmh. quand ça se retourne contre toi, ça te fera du bien, hein, tu sais, de toute façon, Ouais. attention à son ego parce que le jour où ça se retourne contre toi, ben, voilà, punition, trop d'ego, punition et moi, j'ai un truc très simple, les meilleurs investisseurs et les investisseurs les plus riches, on se doute pas de qui ils sont, mais quand tu les vois dans une pièce, tu peux pas deviner qu'ils gèrent, des patrimoines qui sont juste énormes et qu'ils ont des performances juste monstrueuses. Donc, il y a quand même un lien sur le fait, plus tu es discret, plus tu es humble et modeste, parce qu'en fait, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils s'éclatent. Ils cherchent pas à la reconnaissance de l'extérieur, ils s'éclatent et les meilleurs, en fait, tu devines même pas que c'est des investisseurs et qui sont très, Ouais, très bons et ça, c'est les meilleurs et c'est ouais. ceux que je respecte le plus et il y en a plusieurs, on peut pas se douter que c'est des investisseurs, mais juste phénoménaux et ils restent super discrets. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis d'accord. C'est pour ça que sur, les réseaux en soi, donc Substack, X et autres, on retrouve qu'une petite partie du panel des très bons investisseurs, quoi. Ah bah, exactement. Alors après, tu sais, ça c'est après on peut en parler après tu me dis si tu veux en parler ou pas. C'est le fameux débat de voilà X et cetera. Pourquoi les gens sont sur Substack et cetera. Oui, il y a des offres payantes, oui, oui. C'est le fameux débat, tu sais, le fameux débat gratuit payant. OK, Ouais. moi je Mmh. suis ouvert à ce débat-là. Écoute, c'est toujours un peu la même histoire. Oui, c'est chiant de faire payer son Substack, mais il faut que tu te dises que tout travail mérite salaire, que ça demande du temps, du travail. Quand tu penses que tu contribues beaucoup en termes d'information et de valeur ajoutée, tu as le droit de te faire payer tout en donnant pas mal gratuit sur X et Mmh. cetera, en partageant tes connaissances et cetera. Donc c'est le fameux je suis d'accord, hein, avec ce fameux débat X, LinkedIn, tout ça et cetera. Les gens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est de bonne guerre. Après, voilà, c'est parce que, on sait que c'est une manière d'avoir une autre source de revenus. Après, pourquoi est-ce que, on fait des trucs payants? C'est parce que moi, à titre perso, je le fais parce que je sais que c'est comme ça que ça me motive à écrire encore plus et puis tant mieux si je suis payé et c'est aussi bon, bah, on peut en parler librement, mais tu sais que sur X et tous les réseaux, il y a beaucoup de professionnels. Il faut pas se faire d'illusions, il y a beaucoup d'analystes financiers pro, américains, anglais, australiens, du monde entier qui regardent, qui ont des petits comptes anonymes et qui regardent et qui n'hésitent pas à prendre l'info qui est lâchée. C'est de bonne guerre parce qu'on donne de l'info gratuite. Mais il y a des fois, tu as Mmh. envie de dire: «Bah, Mmh. j'aimerais bien récupérer une partie de cette valeur-là». Donc voilà, c'est un peu le sujet global. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'il y ait du payant. Bah, écoute, dont acte et comme un bon stoïcien, j'avance. Bah, et moi, je trouve ça complètement légitime, hein, et honnêtement, le prix est même très raisonnable par rapport à la qualité obtenue. La problématique étant qu'aujourd'hui, tu le disais, il y a énormément de comptes, qui publient, qui donnent de l'information gratuitement. C'est qu'aujourd'hui, l'information, elle est accessible en quantité, illimitée et quasiment gratuite. Donc c'est difficile, de se démarquer et dès qu'on propose un contenu payant, forcément, on peut peut-être passer un peu pour le pour l'exception, mais non, moi je comprends tout à fait, je trouve ça légitime. Le travail monstrueux qu'il y a derrière, je pense que ça, beaucoup de gens le voient pas. Bah, tu vois, c'est exactement ça et puis oui, bah, écoute, oui, oui, il y a beaucoup d'infos gratuites et cetera, donc tac, mais en fait, tu vois, justement, ça va permettre de rebondir sur la partie stoïcisme et résilience, en fait. Tu lances un truc payant, il faut pas que les gens croient qu'en 1 ou 2 ans, ça va être leur job. Ce n'est pas possible. Tu sais, il faut rester réaliste. C'est juste Ouais. un petit truc en plus et puis tu vas voir où ça te mène de fil en aiguille et en fait, il faut être super résilient. Là, ça va faire 1 an et demi que je le fais. Je lâche pas, je continue et on verra où ça mène. Mais je te rejoins, Et il y a beaucoup de gratuits, mais en fait, ça te force, comme dans ta vie de tous les jours,
à être résilient. Tu vois, tu vas écrire des super articles qui vont marcher, d'autres non, tu sais pas pourquoi. C'est pas grave, tu continues. Tu vois, il y a Brad Pitt. C'est Brad Pitt, mais tu vois, ils vont lui demander sur le cinéma comment sur les projets, comment ça se fait qu'il y en a qui marchent et qui ne marchent pas. Ben, il disait, c'est la nature du business. Il y a des projets qui vont marcher, il y a des projets qui ne vont pas marcher. C'est pas grave, je continue, j'avance. Voilà, on avance. Et tu sais pas ce qui va marcher ou Ouais. pas marcher. Non, mais Résilience et moi, persistance. je trouve ça complètement logique de faire payer du contenu de bonne qualité. Après, c'est à la personne de déceler si c'est de bonne qualité ou pas. Donc, il faut se faire son propre avis. Mais par contre, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est le fait peut-être de Ouais. dévoiler publiquement son portefeuille. Alors sur toute la logique psychologique qui l'entoure, ça ne me dérange pas. Par contre, détailler ligne par ligne le portefeuille, est-ce que ça ne te génère pas des billets dans le sens où il y a quand même un engagement public, euh, tu vois? Ah oui, non, bonne question. Alors, moi, je l'avais publié il y a très longtemps. Mon portefeuille sur Twitter. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce que je passais en payant, etc. Mais bon, c'est une bonne question. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est dangereux de dire, mais ça, c'est comme ça qu'on apprend. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut jamais dire, faut jamais donner son portefeuille en public parce qu'après, tu es collé. Tu n'as pas le Hmm. droit de changer d'avis, alors qu'on a le droit de changer d'avis. Deux, malheureusement, c'est la nature humaine qui est comme ça. Il y a des gens qui vont tomber dessus quand il y a une de tes entreprises qui marche pas bien. Donc oui, si c'était à refaire, je pense qu'il y a 2, 3 ans, j'avais publié mon portefeuille, bah, je le referai plus. Euh, mais ça, je suis d'accord. Je pense qu'il faut juste parler des entreprises. Après, charge aux gens de se douter ou pas si tu es actionnaire ou pas. Ce que j'essaye de faire, en tout cas sur Twitter X, c'est de parler d'entreprises où il y a quand même une assez grosse liquidité, donc je ne peux pas avoir de biais dessus. Ou s'il n'y a pas beaucoup de liquidité, je dis attention, warning, faites gaffe, la Hmm. liquidité, elle est super faible. En fait, c'est là où c'est très compliqué. Je pense que quand on parle d'entreprise où la liquidité est très très faible, il faut faire très très attention parce que voilà, liquidité faible, et si tu dis ah je trouve que c'est top et tout le monde venait dessus, attention. Tu vois, c'est pas évident. Je dis pas que c'est pas bien, mais tu vois, il y a un biais, c'est que forcément il y a des gens qui te suivent, il y a les gens qui vont te regarder, ils vont acheter, ça va te faire du Ouais. pump. Tu vois, voilà, faut faire attention. C'est pas évident, Mais mais encore une fois, l'école de la vie, tu apprends en marchant et bien et l'idée c'est plus de pas commettre les mêmes erreurs 2 fois. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même si j'ai un peu de mal à croire au fait que quelqu'un, uniquement par du suivisme, va balancer 10 000 euros plus sur une boîte sans avoir pris le temps de l'étudier. Mais au final, c'est ça la vérité, c'est qu'il y a des gens qui étudient pas, ils s'abonnent à des offres payantes juste pour avoir le portefeuille et faire du suivisme. Mais pas Mm. parce qu'ils sont pas compétents, c'est aussi peut-être un problème de temps. Et donc ça aussi, je pense qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, moi, je sais que si je devais faire, j'essaie de me mettre à ta place, je serais mal à l'aise avec ça. Mm. Ouais, mais c'est pas faux. Et non, mais c'est un bon point. Mais c'est pour ça, c'est le fameux. Tu vois, c'est ben, comme le dit Ian Cassel, tu sais, c'est un Ouais. super investisseur américain qui le dit, Mm. attention et c'est lui qui le dit, hein, attention quand vous parlez publiquement de vos lignes parce que ça pose problème, parce que et biais de confirmation et vous aurez mal à vous en sortir, on va vous rentrer dedans. Et il n'a pas tort, parce que lui, il est très malin aussi, hein, j'adore, hein, mais il est très malin. Il cite pas une seule fois une entreprise. Yann, ouais. 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 Et il C'est est la très malin, personne mais qui il a a monté raison. le Microcaps Club, ouais, c'est ça? Ouais, MCC. exactement. 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 Donc, tu vois, et c'est comme ça, encore une fois, tu apprends en marchant. On fera tous des erreurs. Hmm. Ok. Bon, pour revenir sur les réflexions qu'on abordait, j'avais écrit qu'investir, c'était 99% de réflexion, et puis finalement 1%, voire moins d'action. Et que si donc on cherchait l'adrénaline, l'investissement, c'était pas nécessairement fait pour nous, qu'un bon investissement devait être ennuyeux. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, t'es pas censé être en train d'acheter et de vendre tous les jours, ça c'est clair. Une fois que tu as une entreprise qui te semble bien, tu y vas. Moi,
La dernière fois où j'ai acheté une action, récemment, pendant deux ça c'est vrai que pendant 2 3 jours, j'ai pas arrêté de l'acheter parce que la liquidité était ce qu'elle était. Mais une fois quand tu as pris ta décision, tu agis et après tu en parles plus. Et en fait, la réflexion, c'est 99 du boulot, c'est: «Est-ce que je comprends bien l'entreprise? Est-ce que j'aime bien le dire les gens? OK, il y a une valo actuelle, quelle est la valo future? Si ça, plus ça font que, c'est go, il faut foncer». Encore une fois, tomber sur la loi de Pareto. Une fois que tu as 80 des éléments, à un moment, tu sais si tu y vas ou tu y vas pas. C'est pas en bossant encore plus, encore plus. Franchement, Ouais. souvent, ce qu'il y a, c'est que tu as des idées d'investissement, tu as un déclic assez rapidement. Tu Ça vient naturellement quand tu lis le truc au bout de, tu sais, 3-4 jours, tu dis: «OK, c'est bon, je fonce». Et tu sais, tu tergiverses pas. Il faut un moment, tu sais, il y a des fois, tu auras un déclic. Tu OK. as assez étudié le truc, tu vois, la valo est pas chère, les dirigeants sont top, ils prennent les bonnes décisions. Boum, boum, boum. Moi, ça m'arrive. Mes investissements, c'est souvent comme ça. Et après, mon style qui est à moi, c'est que quand j'ai une entreprise où j'ai eu un déclic, je pilonne assez fort dessus parce que je suis relativement confiant. Et quand j'ai une nouvelle idée qui arrive, ça arrive pas souvent, je dis: «J'y vais». OK. Ouais, ouais, mais ce que je veux dire aussi, c'est que, c'est pas en soi une activité qui est frénétique. Non, C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'impulsivité. Donc une ouais. fois qu'on est sûr de sa décision, effectivement, faut y aller. Donc voilà, donc en fait, faut agir rapidement, mais ensuite être patient dans les résultats et ça, c'est pas quelque chose de frénétique. Oui, oui, non, mais il faut être patient. Alors après, tu sais, clairement, hein, une fois que tu as agi, après, la règle de base, c'est que quand tu achètes, derrière ça baisse. C'est normal, hein, ça, c'est la loi de loi de Ouais, Murphy. Mais au moins, tu as acheté quelque chose qui était cohérent avec ton processus. Et après, clairement, il faut être patient. Tu pas là pour faire un coup. Tu es juste très content d'avoir trouvé une entreprise qui correspond à ton processus d'investissement et que tu as eu un déclic dessus. Et après, tu es à l'aise, tu es bien, tu es tranquille. Et après, tu attends. Tu attends. C'est sûr, hein, le plus dur, c'est d'attendre, hein, le plus dur, c'est d'attendre. Mais c'est la mmh, partie la plus intéressante parce que ça te permet de maintenant de chercher une autre idée, de continuer à réfléchir sur la même entreprise. Donc oui, oui, pas de souci. Une fois que tu as acheté, après tu bouges plus, tu es patient et tu suis de près l'entreprise. Je suis d'accord. OK. Beaucoup de réflexion, pas beaucoup d'action. Et d'ailleurs, Einstein lui-même disait qu'il avait pas de talent particulier, qu'il était simplement passionnément curieux. Et donc souvent, moi, je vois un peu la curiosité comme le moteur, en tout cas dans la bourse et même de manière plus globale de la réussite. Est-ce que toi, c'est vraiment un trait de caractère que tu vois dans les bons investisseurs que tu côtoies? Que c'est des gens qui sont, globalement, hein, pas uniquement, en bourse, qui sont, profondément curieux? Ah bah, clairement, de toute façon l'investissement, c'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Donc les heures, elles comptent pas, elles passent très vite parce que c'est pas du travail. Je fais pas d'efforts particuliers pour le faire. Donc ça, c'est clairement, une grosse différence. Et tous les très bons investisseurs, en fait, ils sont passionnés. Donc comme ils sont passionnés, ils passent beaucoup d'heures et comme ils passent beaucoup d'heures, c'est des heures très quali et ils sont très curieux pour tout parce que dès que tu as une entreprise, tu commences à regarder un point, puis un autre point, puis un autre point. Tu n'arrêtes pas. Mmh. Tu fais, AliExpress et tu vas jusqu'au bout du truc, tu regardes tous les éléments qu'il y a sur l'entreprise, tu n'arrêtes pas. Tu deviens une machine à apprendre, à toujours collecter encore plus d'informations sur l'entreprise. Oui, passion et curiosité. Mais c'est toujours la même chose. Dès lors que tu fais quelque chose par passion, c'est plus du travail. Et comme c'est plus du travail, là, tu deviens une vraie machine. Je dirais pas imbattable, mais tu as trouvé quelque chose où tu pourras vraiment te distinguer sans problème. Et ça a pas de valeur. Et donc, il faut vraiment être passionné par ce que tu fais. C'est aussi Feynman, un ancien prix Nobel, Richard Feynman, qui disait ça, c'est fais ce qui te plaît et tu vas voir que comme ça te plaît, tu vas aller dans le détail et tu t'en fiches que ça plaise ou pas aux autres. C'est Ouais, jusqu'au bout et tu vas voir tout seul les résultats, ils viennent après. Donc oui, passion et curiosité, tout à fait. Si tu as pas OK, ça, tu peux pas investir. Faut OK, toujours être, en train de lire, voilà. OK, OK. Je voulais aussi revenir sur, la notion de risque. Alors souvent académiquement,
définis le risque comme étant la volatilité. Mais moi, j'ai écrit le risque n'est pas la volatilité, mais le downside. Donc, après, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif parce que c'est pas une donnée qui est quantifiable. Alors que le bêta d'une action, par exemple, qui est intégré, par exemple, c'est une mesure dans le coût du capital, donc le WACC d'une entreprise, ça, c'est quelque chose qui est facile à quantifier. Alors que le downside d'une action, qui se base sur plein de notions intrinsèques à la société, c'est quelque chose d'assez subjectif. Non, je suis complètement d'accord. La volatilité, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu et complètement d'accord avec cette expression. Le risque, c'est le downside, c'est pas la volatilité. La volatilité, c'est rien. Il suffit qu'il y ait un jour, il y ait quelqu'un qui ait besoin de vendre pour X ou Y raison. Il y a une succession, le notaire, il sait pas vendre, il vend tout à TP, c'est-à-dire au prix du marché à coûte que coûte. Tu peux rien, c'est comme ça. Au contraire, si tu as du cash, tant mieux, ça te fait une opportunité. Si tu n'as pas de cash, tant pis, tu sais que ça reviendra 2, 3 jours après. Complètement d'accord. Le vrai risque, c'est d'acheter quelque chose qui peut aller à zéro. Parce que tu perds, tu vas jusqu'à zéro, hein, tu connais les règles pour récupérer 50% de perte, bah, tu sais que c'est pas 50% d'os, il faut que ça redouble. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit tout le temps downside, downside, downside. Donc, la volatilité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a une risque de perte de capital permanent? Si la réponse est oui, tu perds même pas de temps, tu n'y vas même pas. Euh, Sauf, sauf si tu es tout jeune et que tu peux te permettre, j'ai une bêtise, tu as 1000 euros, tu veux apprendre à la dure, bah, tu vas apprendre à la dure et tu vas les perdre vite fait tes 1000 euros. Et normalement, tu recommettras pas 2 fois la même erreur. Mais clairement, oui, le risque, c'est le downside. La volatilité, tu peux rien. Il y a tu sais, en plus, sur le marché français, il y a les flux entrants, sortants, des sociétés de gestion. Tu sais, il y a des entreprises, on sait qu'il y a des swings d'un jour sur l'autre. On sait ce qui se passe, c'est pas très compliqué. Il y a une société Hmm. de gestion qui sort, il y en a une autre qui rentre. Quand c'est une société de gestion qui sort et que ça dure pendant 2, 3 semaines, tu peux rien. C'est comme ça. Il y a une pression à la baisse. Tu prends du recul, c'est pas parce que la valeur est subitement devenue mauvaise, c'est juste que les impératifs de la société de gestion font qu'ils ont besoin de vendre cette entreprise-là, parce qu'ils n'ont pas marché de part. Donc, il faut prendre du recul. Toujours stoïque, toujours rester sur est-ce que vraiment c'est la boîte qui est mise en question et tu verras qu'en fait, non. C'est juste que, voilà, il y a quelqu'un qui sort et c'est pas fait de manière très subtile. D'accord. Ok. Mais du coup, est-ce que toi, tu te sens proche des modèles d'évaluation comme les cash flows actualisés, par exemple, parce que ça repose en partie sur le fait que le risque est associé à la volatilité. Donc, est-ce que toi, déjà, tu fais des prévisions en actualisant les cash flows ou c'est une méthode que tu évites le plus possible? Non, je le fais pas. Toujours rester le plus simple possible. Euh, les cash flows actualisés avec le taux d'actualisation, le taux de risque, etc. Machin. Il faut rester simple parce qu'il suffit qu'une des variables change d'un point et ça change tout. Donc Hmm. attention à ça. Moi, j'aime bien regarder à l'instant T et je me dis, bah, la valo à l'instant T, elle est pas chère. Mais en plus, vu comment on sait comment l'entreprise est gérée, là, c'est pas cher. Mais en gros, l'année prochaine, c'est encore moins cher. Et l'année d'après aussi. On voit que toutes les décisions vont dans le bon sens. Ma lecture à moi, il faut rester le plus simple possible sur les critères de valorisation, pas partir sur des cash flows actualisés. Il y a trop de variables où dès que tu en changes une, ça change tout. Il faut pas, il faut rester Ouais. très simple. Le plus simple, le mieux. Tu sais, je veux dire, c'est Léonard de Vinci qui l'a dit, hein, la simplicité d'une complexité extrême, hein, ou même Bruce Lee, hein, tu sais, c'est de revenir sur les fondamentaux. Hein, il y a des critères, c'est ceux-là qu'il faut suivre dans le temps, pas de trucs compliqués. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui explique aussi que c'est difficile de réglementer les méthodes d'évaluation d'entreprise parce que enfin, il suffit qu'on change un petit pourcentage pour que tout change, le scénario il change complètement et que ça a un impact important sur les chiffres. Donc, comment tu veux réglementer ça? C'est difficile. Alors, réglementer, c'est assez compliqué. Par contre, bon, tu vois, tu sais, j'ai pas mal contesté Hmm. d'offres de retrait dans le passé et actuellement sur les ex-rivaux. Justement, on conteste avec le régulateur.
On met en exergue quand un expert indépendant fait pas bien son travail, en lui expliquant tant à l'expert qu'à l'AMF que c'est pas acceptable certaines méthodes de valorisation. C'est comme ça, en se battant, en lâchant rien et en échangeant autant que possible avec l'expert indépendant et l'AMF pour leur dire vous pouvez pas accepter des méthodes de valorisation comme ça. Pour faire simple, tu as des variables, comme tu l'as dit, où il change un point, ça change tout. Puis c'est surtout, tu vas voir, l'astuce, c'est plutôt des décotes pour liquidité, des décotes pour complexité, des décotes pour fiscalité. On va te sortir des décotes de tous les côtés. Bon, ben, moi, je suis un fan du PSG et de Fulham. Moi, je vais te sortir une pour Marseille et une décote pour Brentford. C'est pas possible. Euh, donc, je te rejoins tout à fait. C'est compliqué de réglementer tout ça. Mais justement, en tant que passionné de l'investissement, c'est à nous tous de contester quand il y a ou de contribuer aux travaux quand il y a dessus pour essayer de dire faut arrêter avec des décotes à tout va sur la liquidité. La décote de liquidité, OK, elle peut marcher quand c'est une offre publique d'achat d'actions, une OPAS. OK. Quand c'est une offre publique de retrait, quand on te retire l'action et donc on va t'exproprier, on va t'enlever ton droit de propriété, ça marche pas. Là, on doit être sur de la fair value pure et simple. Mais je te rejoins complètement. C'est compliqué, mais avec le temps, on lâche pas. Mais parce qu'on dit souvent on peut pas se faire exproprier sous l'actif net, mais il n'y a aucune loi qui exige ça en fait. C'est pas quelque chose de réglementé, puisque là pour les ex-rivaux par exemple, c'est toujours le cas, même avec la Reos. Donc en fait, si on peut le Oui, faire. oui, alors c'est parce il y a une jurisprudence dans le passé qui est la jurisprudence Fimalac qui permettait de dire que tu peux pas retirer quelque chose sur l'actif net par action. Bien sûr, c'est pas dans la loi, mais il y a de la jurisprudence et il y a un argumentaire très simple. D'autant plus que quand tu as un actif net qui est vraiment que des actifs liquides, je veux dire, Hmm, tu vois, bon, bah voilà, hein, Bolloré, c'est pas très compliqué, c'est de l'UMG, du Vivendi et du cash. hmm, C'est pas très compliqué à valoriser, hein. UMG, c'est super liquide. Vivendi, alors d'autant plus là avec les spin-offs, c'est encore plus liquide. Et le cash, bah, c'est du cash. Et en plus, pour Bolloré, c'est du cash qui rapporte du 4% par an. Il a quand même placé 6 milliards à un rendement de 4%. Alors oui, il va le redéployer, mais en attendant, ça rapporte du cash. Quand c'est un actif net comptable par action qui est super simple à expliquer, tu ne peux pas appliquer de décote. Alors après, hmm. oui, si tu me dis que c'était un conglomérat avec de l'actif, allez, bah, tu vas voir, là, je vais parler un peu d'Exor, euh, Ah, que tu as un peu tu sais, de l'automobile dedans avec du Stellantis. Mais de l'autre côté, tu as des trucs un peu à gauche et à droite. Oui, tu peux appliquer une petite décote parce que bah, c'est un amas d'actifs qui sont différents. Après, on voit très bien que l'idée générale de Exor, c'est de progressivement, le temps passant, c'est de réduire la cote-part de Stellantis et de faire monter tout le reste. hmm. Là, ça se défend un peu. Sur les ex-rivaux, c'est quand même très, très compliqué d'appliquer des décotes parce que les actifs, c'est que des actifs super liquides, du cash. Et le temps passant, la galaxie Bolloré a été beaucoup simplifiée. D'accord. Ok. Ok. Alors, pour revenir un peu sur, on en parlait un peu tout à l'heure, donc c'est des échanges de fonds, mais donc moi j'avais écrit que le mimétisme frénétique, c'était aussi un peu lié, c'était un peu à l'origine du momentum. C'est-à-dire que le fait, par exemple, des institutionnels achètent ensemble le même titre, si tu veux, ça va contribuer à son bon momentum. Toi, je t'avais posé déjà la question, tu m'avais dit que tu n'étais pas forcément sensible à tout ça. En gros, l'évolution des prix à court terme, tu regardes pas ou peu, c'est ça? Oui. Mais est-ce que du coup, tu as tendance à penser que les marchés, en fait, sont irrationnels uniquement en raison des réactions émotionnelles des différents agents économiques? Ah ben oui, oui, non, il y a des réactions irrationnelles, ça c'est clair, hein, le momentum, moi je regarde pas trop. C'est le seul momentum que je vois, comme je te dis, que je traite, c'est le pyramidage à la hausse quand je vois que la thèse continue, va dans le bon sens et les décisions sont prises. Mais sinon, Ok. non, je regarde pas le momentum en tant que tel. Oui, il y a des effets de mode, clairement. Oui, je sais pas, il y a des périodes où tu sens que tout le monde veut du software, donc tout le monde achète tout ce qu'il y a des softwares.
quand il y a une entreprise de software qui se fait sortir, ah ben voilà, il faut remettre le cash sur une autre entreprise de software en France. Par exemple, en France, tu sais très bien que dès que tu en as une qui sort, qu'est-ce qui se passe? Bah, les fonds qu'il y avait qui se font sortir, bah, ils remettent sur d'autres entreprises de software françaises, tu sais, pour garder leur pondération de software France, ce qui est logique. Mais après, est-ce que c'est la même qualité? Je ne suis pas sûr. Mais ça fait partie de leur process de diversification thématique. Oui, oui, tu as un peu un effet mouton, mais bon, ah, tant mieux à nous d'en profiter. Tu sais, d'aller où les gens partent et d'attendre qu'ils reviennent. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, on peut pas nier, le comportement un peu irrationnel de certains, investisseurs et d'ailleurs, j'avais lu une étude intéressante, c'est que dans une situation simple où on te dit que dans une situation A, tu as 80 de chances de gagner 4 000 € et dans une situation B, on te garantit un gain de 3 000 €, en fait, on se rend compte que malgré une espérance mathématique positive pour le premier choix, il y a 80 des gens qui vont prendre l'option B, en fait, puisque c'est associé à cette notion de garantie. Hem, Est-ce que toi, cette notion enfin, tout ce qui est probabilité, espérance mathématique, positive, négative, c'est des choses dont tu te sers, dans lesquelles tu es proche ou pas du tout? Alors, non, franchement, non, je m'en sers pas du tout. Après, peut-être c'est une de mes erreurs, hein. Moi, je m'en sers pas du tout. Pourquoi? Bon, parce que c'est mon style. Mon style, c'est de regarder vraiment le downline et après de regarder uniquement est-ce que, avec tous les éléments que je connais de l'entreprise, le management, et cetera, et cetera, allocation de capital, compréhension du business, est-ce que vu que je paye pas cher, maintenant passant, devrait y avoir pas mal de bonnes surprises. J'y vais pas. Je sais qu'après, il y a des méthodologies pour calculer la pondération que tu devrais mettre sur une ligne en fonction de tes espérances de gain. En fait, je pense qu'on le fait tous sans faire exprès parce qu'on Oui, pilonne sur nos meilleures idées. Donc, tu vois, en fait, on le fait sans faire exprès. C'est ma lecture. Quand tu es ouais. confiant sur quelque chose, pour X ou Y raison, tu vas faire une grosse pondération. Mais tu as sans doute pas pensé au fait que c'était des histoires de proba mathématiques, mais c'est ton interprétation avec toi. Et en fait, dans le fait, Ouais, ouais, mais du coup, tu t'en sers, involontairement, en fait, dans le sens où ça revient un peu à exactement, dire ce que faisait Greenblatt, c'est-à-dire, les plus grosses pondérations sur les downsides les plus faibles. C'est un peu ça aussi? exactement, exactement. En fait, je pense qu'on le fait tous sans s'en rendre compte. Ouais. OK, OK. Et je pense que c'est la meilleure manière de le faire, c'est tu sais, d'apprendre en marchant. En fait, tu découvres tout ça progressivement. Et c'est ça qui est le plus marrant. Et d'ailleurs dans cette logique d'apprentissage, je me faisais cette réflexion et j'ai repris la citation de Soros qui disait: «Je suis riche parce que je sais quand j'ai tort». Donc en fait, je trouve ça évident, si tu veux, de se remettre en question ou du moins plus simple quand on se prend une baffe, en gros quand on perd de l'argent. Mais il y a une notion aussi qui est peut-être, pas assez mise en avant, c'est qu'on peut s'enrichir et pour autant faire des erreurs. Donc dans ce contexte-là, je trouve que c'est difficile, si tu veux, de se remettre en question quand on gagne et donc je pensais, si tu veux, aux investisseurs qui sont sur les marchés depuis une dizaine d'années. En gros, ça doit être difficile de rester humble et conserver une démarche, toujours ouverte à l'apprentissage, alors que les marchés sont très haussiers depuis 10 ans. Donc en gros, c'est beaucoup plus, impressionnant, quelqu'un qui est résilient dans une période de marché baissier que haussier et donc ça aussi, je pense qu'il faut le mettre en avant parce que, on en parlait d'ailleurs avec Boris, traverser des crises, c'est bien plus impressionnant qu'être là quand ça monte, quoi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ah oui, non, non, je suis complètement d'accord, hein. Là, c'est facile, ça arrête pas de monter, et cetera. Après, pour remettre un peu les choses dans le contexte, je peux te dire que personne faisait les malins, moi le premier, quand il y avait le Covid, hein. Ouais, C'est des expériences qui sont très formatrices. Ça ne veut pas dire que, oui, c'est vrai qu'on est sur un contexte très favorable depuis 10 ans, mais on s'en est pris des beaux chocs quand même, hein. ouais, Quand tu vois que on a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. En peu de temps, je peux te dire que c'est là où on dit le corps sain dans un esprit sain, c'est bien, hein, parce que là, pendant le Covid, j'ai jamais autant couru, parce que bon, c'était le seul truc qu'on avait le droit de faire pendant le Covid. Bah, ça me faisait du bien cette période-là.
Et je peux te dire, tu sais, il faut être très franc, hein, c'est jamais agréable de se prendre des grosses, des grosses tôles de volatilité pendant le Covid. Hein. La personne qui dit qu'elle subit ça les doigts dans le nez facile, faux. Moi, je suis comme tout le monde, hein, c'est pas agréable. À un moment, mon portefeuille avait annulé, en gros, en un mois, ça avait annulé 4-5 ans d'os. Ça fait Ah mal, ouais. hein. C'est pas agréable. Hein. Et tu étais même en Ah ouais. perte latente. Et ben, c'est là où tu tiens bon. Et tu dis, et même si j'avais du cash, après, j'ai fait des arbitrages parce qu'il y avait des deals qui étaient juste pas possibles à louper. Il faut tenir bon. Il faut surtout jamais abandonner. C'est ça Et, la première règle, c'est de jamais abandonner et de continuer parce que si tu abandonnes, tu sors. Donc, il faut certainement jamais vendre quand c'est la période de crise, parce que c'est déjà trop tard, tu vois. Et il faut tenir bon. Et oui, c'est clair qu'on a eu des marchés hyper haussiers ces 10 dernières années, mais on a tous eu chacun des entreprises qui ont connu quelquefois des gros pépins. Donc, certes, les marchés ont eu des périodes très agréables, mais tu as eu des moments compliqués. Après, clairement, oui, le marché ne pourront pas continuer à monter indéfiniment, mais après, voilà, charge à nous en tant qu'investisseurs de toujours trouver des entreprises où la valo est pas chère et que donc, bon an, mal an, normalement, ça devrait bien se passer. mais c'est intéressant parce que là, depuis tout à l'heure, je cite des citations comme si c'était simple, mais je me doute bien que par exemple, quand tu as 80% de ton patrimoine global qui est investi en actions et que tu prends moins 40% en un mois, ça doit être compliqué de rester, enfin, que tes émotions prennent pas le dessus, d'avoir, enfin, en gros, est-ce que toi, par exemple, ça a eu des impacts en dehors? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais énervé, par exemple, avec ta famille ou des choses comme ça, ou que tu étais tendu? Parce que ça, c'est important aussi à mettre en avant, c'est psychologiquement, c'est difficile à tenir, comme tu disais. Oui, non, non, très bonne question. Non, avec ma famille, j'étais très bien. Après, c'était plus eux qui voyaient que j'étais tendu. Mais moi, Ouais, j'étais pas énervé avec eux, mais ils voyaient que j'étais tendu. Et ma femme et mes enfants ont compris que, bon, ok, là, ouais, ouais. pendant que les marchés étaient ouverts, plus le travail en même temps, où il y avait des cellules de crise, etc., tous les côtés, moi, je peux te dire que le bon côté de tout ça, c'est que le soir, je dormais très bien parce que j'étais épuisé. Et que, en gros, oui, quand les marchés financiers fermaient chaque jour, j'étais soulagé. Ça y est, maintenant, on va arrêter de regarder les cotations toutes les 10 secondes. C'est sûr que c'est un impact. Après, il faut faut recentrer les choses. Quand les marchés baissent, ça arrive, mais il y a d'autres choses plus importantes. Bon, voilà, la vie de famille, la santé. C'est aussi pour Mm. ça qu'on dit indépendance financière, c'est quoi? De multiplier les sources de revenus. Tu Ouais. vois, au bout d'un certain temps, c'est pas tant le patrimoine que tu gères qui va aider, c'est plutôt la multiplication des sources de revenus qui permet de t'acheter une certaine indépendance d'esprit et donc une indépendance financière. Mais encore une fois, en ne faisant que des choses qui t'amusent. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais mettre en avant. Peut-être que toi, tu as un message à faire passer ou quelque chose qui te tient à cœur ou que tu as envie de mettre en avant, n'hésite pas. Ok, ouais, ouais. Bah, écoute, moi je dirais que tout simplement, ce qui compte, à mon avis, dans la vie, c'est de faire que des choses qui t'amusent, qui te passionnent, et de couper tout ce qui te saoule ou que t'aimes pas du tout. Alors, je sais que c'est des grands mots, machin, mais c'est ce que j'essaie de faire autant que possible dans tous les différents blocs de ma vie, tant boulot que analyse, que vie de famille. Les réunions au travail, j'essaye d'en couper autant que possible parce que je me rends compte que les trois quarts servent à rien et que je suis mieux derrière mon ordi à répondre aux mails avec la valeur ajoutée. La réunion. L'investissement, c'est trouver son style et s'éclater dans les entreprises qu'on a envie de suivre. Et la vie de famille, bah, de faire les choses où toi tu t'amuses, mais les enfants et ta femme s'amusent aussi. Et de vraiment focaliser que sur les bonnes choses et d'enlever tous les trucs chiants. Alors, facile à dire, mais Ouais. je pense que c'est l'objectif qu'il faut faire. Et franchement, pas se mettre de la pression. Il y a des jours, tu vas être en forme. Il y a des jours, tu vas pas être en forme. Il y a des jours, tu vas être très productif. Il y a des jours, tu vas pas être productif. C'est pas grave.
c'est comme ça. Les temps morts et les temps de repos, ça fait du bien. Voilà. OK, OK. Bon, bah, écoute, super. Merci en tout cas, Jérémy, d'être venu. Je vais mettre bien entendu le lien de ton Substack et Twitter, hein, c'est là où tu es le plus actif, dans la description. En tout cas, c'était très intéressant. Bah, merci à toi. Encore merci.